HCFR, le podcast tech. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans la version 2.1 d'HCFR le podcast tech. Pour cette émission, je suis accompagné de Patrice alias Laric. Bonsoir Clément. Xavier alias Xav83. Salut Clément. Et Hugo alias Hugo S. Hi Clément. Alors au programme de cette émission, nous allons parler du Blu-ray. Après avoir découvert que quelques disques étaient défectueux, nous allons essayer de comprendre quelle est la source du problème, quelles solutions les éditeurs nous proposent pour échanger les disques et comment estimer l'ampleur du phénomène. D'ailleurs, nous verrons aussi que le Blu-ray n'a pas été le seul à être touché parce qu'en effet, les HD DVD concurrents déchus semblent également avoir eu quelques problèmes de longévité. Dans une deuxième partie, nous parlerons de l'avenir du Blu-ray avec sa version 4K ou UHD Blu-ray disc. Les premières pistes en matière de caractéristiques techniques sont arrivées, enfin... Tout ça reste à prendre bien sûr avec des pincettes, nous le verrons. Et bien sûr, il y a les nouveaux formats audio constitués du Dolby Atmos et du DTS-X qui arrivent et qui seront certainement porteurs de l'arrivée de plusieurs canaux et Hugo nous en parlera passionnément. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai que donc pour commencer, on peut dire que le support physique pose quand même pas mal de problèmes parce que entre effectivement retard technologique, puisque alors étonnamment à ce CES 2015, on peut se demander s'il y a eu un CES 2015. Il y a rien eu d'intéressant quoi. Que ce soit d'ailleurs pour les constructeurs, puisque bon, on attendait l'explosion de l'OLED, rien. On est dans la continuité de ce qui a été fait en 2014 et puis bien sûr ce qu'on attendait tous c'était le Blu-ray 4K et on a quasiment rien UHD 4K. Ouais, UHD 4K, ouais. Et donc on a quasiment rien eu. Donc bon, l'année a quand même commencé très doucement. Enfin moi, à titre personnel, je me suis quand même posé la question de savoir si on n'était pas un peu dans une année blanche. Je sais pas ce que t'en as pensé, Patrice. Oui, clairement, c'est sûr que je faisais le parallèle il y a peu avec quelques CES précédents où il y avait quand même eu des choses, sans parler de l'époque homérique des années 2007-2008 où il y avait des annonces tonitruantes à chaque édition. C'est vrai que là, cette année, quasiment rien. Pour ce qui concerne nous, le home cinéma, évidemment, pour tout ce qui est nouvelles technologies, objets connectés, etc., il y avait quand même des choses. Mais d'un point de vue de notre passion du home cinéma et de la hi-fi, c'était extrêmement creux, pour pas dire totalement plat, avec pratiquement rien. Le Blu-ray 4K UHD qui est pas là, avec des vagues applications qui ont été données un peu à la va-vite, pas de projection particulière, des téléviseurs 4K qui certes arrivent mais qui sont pas au de ce que peut apporter la technologie. On se retrouve avec des nouvelles variations autour du LCD. Bon, c'est sûr que c'est très bien, parce qu'il faut aussi préserver les prix, et effectivement, l'OLED est magnifique, mais à un coût. Bon, mais néanmoins, on a l'impression que le marché est tiré vers le bas, et c'est pas très excitant. On espère vraiment que les choses vont bouger d'ici la fin 2015. Ouais, ce qui était impressionnant d'ailleurs, c'est que au niveau de la vidéoprojection, on n'a rien. C'est-à-dire que Sony a présenté son 300 qui fait un peu figure de seul vidéoprojecteur 4K disponible sur le marché. Ce qui est un peu dramatique, c'est que JVC on mais attend Clément, un petit peu le problème de tout ça, à mon avis, il est relativement simple. C'est que quelque part, dans le cas de JVC, par exemple, à quoi servirait de sortir un démonstrateur compatible 4K, UHD 4K, à partir du moment où il n'y a pas de chipset HDMI compatible avec la nouvelle norme HDCP 2.2 qui va être la base même du fonctionnement du futur standard Blu-ray UHD. Du coup, en fait, c'est la même chose pour les autres constructeurs, que ce soit les produits Denon, Marantz, Onkyo, etc. Onkyo, le processeur, le 5530 qu'on a testé ensemble. En réalité, le chipset HDMI est un chipset HDMI 2.0
HDCP 2.2, mais la partie HDMI 2.0 est limitée à 10.8 gigas, ce qui est insuffisant pour faire transiter la totalité d'un signal UHD au-delà de 30 images secondes. Ce qui fait que tout le monde, en fait, était en position d'attente avant que cette chipset HDMI 2.0 ayant une pleine capacité 18 gigabits avec une pleine compatibilité HDCP 2.2 ne viennent sur le marché. Or, ce chipset, théoriquement, a commencé à être livré, d'après ce que l'on sait, on va dire fin décembre, début janvier. Ce qui fait que, par exemple, les produits Denon Marantz, quels qu'ils soient d'ailleurs, 5000, 5100, 4100, les actuels processeurs Marantz 8802 ou 7702, voire le tout dernier Denon 7100 ou 200, je ne sais plus, ont tous des chipsets qui ne seront pas compatibles avec le futur Blu-ray UHD. D'où le fait qu'il y a pour les possesseurs du 8802 Marantz et le Denon 7000, alors je ne sais plus si c'est 7100 ou 7200, il va y avoir un programme de mise à jour et de changement, des cartes. Des cartes HDMI pour les mettre à jour par rapport à ça. Et du coup, c'est un peu normal qu'il y ait eu toute cette attente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le matériel suffisant pour embarquer. D'ailleurs, l'exemple du lecteur Panasonic 700 que Patrice avait découvert quand il est allé avec Ludovic DJ Dectilo au CES l'année dernière en 2014, le lecteur lui-même, je suis quasiment 95% certain qu'il embarque toute la partie hardware nécessaire pour faire fonctionner et pour décoder le nouveau HEVC, là, le logiciel d'encodage. Par contre, qu'est-ce qui pêche ? Ce qui pêche, c'est justement le HDMI. Il y a effectivement sur ce lecteur un HDMI 2.0, qui est un HDMI 2.0 18 gigabits, mais qui n'a pas la capacité HDCP 2.2. Ouais, donc c'est ce qui pourrait un petit peu expliquer les retards du Blu-ray 4K. Puis alors donc effectivement l'autre gros souci qui est un peu été mis en avant par différents articles publiés dans des médias assez importants comme 60 millions de consommateurs, 20 minutes ou encore les Échos, c'est cette histoire de Blu-ray défectueux qui fait un petit peu peur quand même. C'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Xavier qui va un petit peu nous raconter son expérience. Donc pour rappeler un petit peu les faits, en fait Xavier a ouvert un topic sur HCFR dans la section Blu-ray pour faire un petit peu écho de ce qui se faisait ailleurs, notamment sur Blu-ray en français, et oui. Voilà, donc il y avait un gros topic là-dessus. Et puis pour excuse-moi de te couper, pour en plus référencer toutes les informations que je pouvais trouver, les procédures d'échange entre guillemets non officielles, voilà, référencer tout ce que je pouvais trouver, la veille d'informations, etc. Et donc un petit peu avec la publication d'un article dédié à ça dans les années laser, je me suis dit que peut-être il serait intéressant de proposer à Xavier de publier un article sur HCFR, et donc c'est ce qu'on a fait. Donc il a rédigé l'article, on l'a publié, et donc ça a un petit peu mis en avant ce souci sur HCFR. Ça soulève pas mal de questions. Alors peut-être Xavier, est-ce que tu pourrais nous raconter comment toi tu as découvert le phénomène ? La découverte du phénomène remonte à peu près à 2012. Où un beau jour, j'ai voulu regarder, visionner un disque que j'avais acheté il y a 2 ans auparavant, donc à peu près en 2010, qui était trois enterrements. Je le mets dans ma platine, et ma platine, donc une Sony BDP S550 quand même, je l'avais constaté déjà auparavant, elle prend à peu près tout, quoi. En termes de Blu-ray, sans problème. La platine m'affiche unknown, donc en français disque inconnu.
Alors ça tombe bien parce que des BDP S550, j'en avais encore 2 autres de côté. Je mets donc mes disques dans ces 2 platines, même phénomène. J'essaye dans la Freebox de quelqu'un extérieur, donc pareil, le disque est rejeté. Et j'essaye aussi dans une PS3 que je possède. Le disque ressort, re-rentre, mais est devenu complètement, est illisible, quoi. Il n'est pas reconnu. Voilà comment ça s'est manifesté. Donc j'ai découvert après par la suite d'autres titres, comme par exemple Gangs of New York chez M6, The Fountain en Steelbook TF1. Bon, je me sentais encore un peu seul sur le phénomène et un jour sur HCFR en regardant donc un autre topic qui s'appelait le topic des, enfin je sais plus exactement des titres. Celui que le Blu-ray qui ne fonctionne plus sans raison. Sans raison, voilà, celui que tu as fermé récemment pour redévier sur l'autre. Et quelqu'un mentionnait Sin City. Bon, bah ça tombait bien, j'avais acheté Sin City en 2009 et j'ai voulu le regarder. Donc là, on se situe à peu près on est en 2014 et la personne dit que un des 2 disques ne fonctionne pas. Et bingo, pour mon exemplaire de Sin City, j'ai jamais déballé les 2 disques. Là, c'était carrément les 2 disques qui ne fonctionnaient pas. Donc pareil, disque inconnu, j'ai fait pareil, encore des tests croisés, PS3, PS4, maintenant j'avais la PS4, j'ai eu la PS4, et pareil, disque inconnu, illisible, comme s'il y avait plus rien dessus. Voilà comment j'ai découvert le phénomène. Et donc du coup tu t'es dit que peut-être il fallait contacter l'éditeur ou voilà. aller voir le vendeur pour faire un échange, quoi. Donc je vais revenir sur 3 enterrements. Donc, pour 3 enterrements, c'est ce que j'ai fait. J'ai été à la Fnac pour pas les nommer, et j'ai été me demander pour pouvoir me le faire échanger. Bon, ils ont bien voulu. Et encore, je dis 3 enterrements, mais j'ai eu le problème 2 fois avec le disque de 3 enterrements. Oui, 2 fois. J'ai eu 2 exemplaires défectueux parce que j'en ai eu un, donc celui que j'avais fait échanger, donc je suis en train de citer, j'avais été le faire échanger à la Fnac. Et donc 2 ans après l'avoir regardé, j'ai voulu le ressortir, pareil, il ne refonctionnait pas. Donc en 2014, encore en insistant, mais là c'était devenu le dialogue était devenu un peu plus corsé parce que ils n'arrivaient pas à y croire. Enfin, j'étais le seul à m'être manifesté. Bon, ils ont quand même accepté de le changer. Donc là, jusqu'à présent, mon exemplaire fonctionne. Pour Sin City, là, on se sent un peu démuni et donc il fallait que je me mette à la recherche d'un contact, donc Wildside en l'occurrence. Sur leur site, il y a un formulaire qui était pas très visible, mais que j'ai trouvé, et donc j'ai écrit donc à ce formulaire pour pouvoir me faire entendre et voir s'il y avait une procédure d'échange. Et 15 jours après l'envoi du formulaire, j'ai eu une réponse vers un numéro vert, donc un mystérieux numéro vert. Donc pour pouvoir voir vers où pointait ce numéro, donc j'ai tout simplement mis le numéro dans Google, et donc c'est là qu'on espère que ça menait directement vers le presseur, donc qui s'appelle QOL, Quantum Optical Laboratories. Et donc, pour être bien sûr encore que c'était eux, et comme c'était un week-end, j'ai appelé le dimanche soir, là, à peu près dans les mêmes heures, et je suis tombé sur leur messagerie, donc ils disaient bien que c'était le presseur Call. Voilà. Donc, bien sûr, le lendemain, je suis rentré en contact avec eux. Ouais, et donc après, bon, t'as fait tes échanges. Alors, ça a été le cas, toi, jusqu'à présent, donc sur une connexion, tu m'as dit de près de 3000 Blu-ray disques, tu en as à peu près une vingtaine. Une vingtaine, plus. Voilà, oui. On se situe là, sachant qu'encore cette semaine, j'en ai découvert 2 d'illisibles, donc on va dire que je suis à peu près à 20, quoi. Ok, ouais. Donc, quasiment tous pressés par Call. C'est effectivement là le problème. La grande majorité, oui, est pressée par Call. Il y en a peut-être 2 dont j'ai pas encore l'information sur le presseur, mais qui n'ont pas été, 3 n'ont pas été pressés par eux, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait un petit peu écho à ce qui se passe du côté des HD DVD. Alors oui, effectivement, le HD DVD est un support qu'on peut considérer aujourd'hui comme mort. Tout de même, c'est pas un support non plus hyper vieux, hein, quand on sait qu'aujourd'hui les vinyles fonctionnent encore. Oui. On peut quand même se poser la question de savoir, et effectivement, donc pas
Patrice, qui lui a quasiment toute la collection des HD DVD, rencontre aussi quand même pas mal de soucis. Oui, effectivement, moi j'ai bonne part de la bibliothèque HD DVD feu format HD sorti il y a 7-8 ans, à l'époque où deux formats se faisaient concurrence, avant que le Blu-ray prenne le dessus. Et j'ai gardé, parce que de toute façon ils étaient devenus presque collecteurs. Et malheureusement, cette collection est pour grande partie illisible de nos jours, à la mienne en tout cas. Alors, bien évidemment, comme notre ami Xavier, j'ai mis en cause à peu près tout ce qui existe, donc le lecteur. Bon, j'ai la chance d'en avoir 3. Différents en plus, des modèles de 3 époques différentes. J'ai un 4e lecteur informatique, bien qu'aujourd'hui il soit bien difficile de trouver des logiciels pour lire du HD-DVD. Et aussi d'autres forumers qui ont pu mettre à disposition des lecteurs. Contrairement à notre ami Xavier, moi j'ai une très grosse partie de la collection de HD-DVD qui pose ce problème-là. Donc avec un peu toutes les variantes, c'est-à-dire certains disques qui ne sont absolument pas reconnus, et donc évidemment pas lisibles, qui représentent aux environs d'une vingtaine de pourcents des disques, ce qui est quand même beaucoup, et puis une immense majorité, donc plus de 50% des disques qui sont reconnus, commencent la lecture, mais s'arrêtent avec des erreurs de lecture à des endroits divers. Bon, généralement au bout d'un certain temps, hein, c'est pas immédiat. C'est-à-dire c'est au bout de demi-heure, 3/4 d'heure de film, et qui renvoie des erreurs de lecture et qui, si on est relativement rapide, peuvent permettre de les passer, mais la plupart du temps bloquent le lecteur, bloquent le disque, et il faut relancer. Et évidemment, l'expérience est très mauvaise. Donc voilà, et comme je vous le disais, j'ai les 3/4 de ma collection qui est devenue illisible. Donc bon, je ne l'ai pas spécialement mise sur le dos des éditeurs, mais pendant longtemps, j'ai pensé que c'était clairement un problème de lecteur. Là, ça fait un petit peu trop de lecteurs défectueux pour penser que ça vient des lecteurs, ça vient très certainement des supports. Ces lecteurs, en plus, lisent parfaitement bien des disques DVD. Alors, je sais bien qu'ils sont équipés de 2 diodes différentes, une pour le HD-DVD, une pour le DVD. Mais bon, néanmoins, mécaniquement, ils lisent parfaitement les DVD. Donc, j'ai quand même tendance à penser que on a un phénomène important sur la détérioration de ces HD DVD en l'occurrence. Chose qu'on avait eu déjà à l'époque, pour les plus anciens peuvent se rappeler qu'au début de ces deux formats, Blu-ray et HD DVD, on avait il y avait des difficultés de fabrication, ou enfin je pense, qui amenaient à avoir quelques disques défectueux et qui ont été remplacés par les presseurs, aussi bien HD DVD que Blu-ray d'ailleurs à l'époque. Enfin, je n'ai pas souvenir exact des proportions, mais de mémoire, les deux formats avaient ces soucis. Et on a tous mis ça sur des problèmes de jeunesse et de mise au point du format, et ne devait pas de raison de se produire dans le futur. J'ai même souvenir des fervents défenseurs du Blu-ray qui expliquaient pourquoi ça serait forcément plus fiable avec le Blu-ray qu'avec le HD DVD. Bon, j'espère néanmoins qu'on n'est pas aux prémices de gros problèmes de Blu-ray défectueux. Est-ce que c'est lié à un fabricant, à un process particulier? Bon, visiblement, c'est ce vers quoi on s'oriente quand même, hein, puisque il s'avère que quand même la grande majorité des disques problématiques viennent de chez Cole. Xavier, je crois qu'il y a un autre fabricant aussi. Alors, il y a eu dans l'entrefaite de ce que je vous expliquais, 2 nouveaux disques qui ont été beaucoup répercutés sur les forums, donc qui sont chez Metropolitan, Silent Hill, le film, et The Myth. Donc ces 2 films, ces 2 titres, pareil, sont des titres qui sont devenus illisibles. Et donc là, ce sont des titres qui ont été pressés par MPO. Donc dans l'entrefaite, Cole et MPO ont publié à quelques jours d'intervalle un communiqué de presse révélant, entre guillemets, la source du problème. Donc là, cette source du problème qui serait
Alors qui serait une résine qui permet d'insérer la deuxième couche des Blu-ray. Donc a priori les Blu-ray simple couche ne seraient pas touchés. Enfin j'ai pas eu de cas avéré. Et donc une résine, une mauvaise résine, donc qui se dégrade avec le temps et qui selon Cole, leur communiqué de presse, aurait été employé de 2008 à 2009. Et c'est là que beaucoup de personnes, dont moi, ne sommes pas d'accord, quoi. Ouais, parce que ça soulève quand même pas mal de questions de se rendre compte que, et puis alors, en plus en effet, puisqu'effectivement, quand on regarde un petit peu les forums, il s'avère qu'il y a de plus en plus de disques qui apparaissent défectueux et qui ont été pressés post-date citée par le presseur. Voilà, c'est ça. Il y en a de 2010, 2011, 2012. Enfin, moi, j'en ai qui sont toujours lisibles parce que bon, bien sûr, il y en a qui sont lisibles, mais qui ont des gros problèmes esthétiques, cosmétiques, esthétiques, physiques. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Enfin, ils sont bien visibles. Alors là où c'est malicieux, c'est que des disques qui pourraient être atteints de ces problèmes cosmétiques peuvent fonctionner, comme il y en a qui peuvent ne pas avoir de problèmes cosmétiques et ne peuvent pas fonctionner, et inversement. Vous voyez Xavier. Oui. Xavier, sorry, quand tu dis cosmétique, c'est-à-dire que ils ont une couleur qui n'est plus argentée ou voilà, c'est ça. Donc, alors il y a déjà ce que j'avais appelé dans l'article le cercle brun là qu'on voit au centre du disque, un cercle brun. Donc ça, c'est pas imputable qu'à QOL. Hein. J'en ai eu d'autres qui n'ont pas été pressés par eux. Ensuite, on a des taches brunes. Autour du centre ou sur l'extérieur du disque. Ça, j'ai eu le cas. Donc ça, j'ai vu ça que chez Cole. Ensuite, là, c'est des défauts qui n'empêchent pas forcément la lecture, mais qui peuvent générer du bruit, par exemple, dans le lecteur. Alors, il y a le crénelage latéral, donc façon scie circulaire, quoi. Hein. On dirait qu'il a été découpé au burin, quoi. Et il y a aussi les problèmes de gouttelettes de résine qui sont séchées, donc sur l'extérieur du disque, mais face lecture. Et donc la première fois que j'ai rencontré ce problème-là, c'est avec un disque échangé, donc qui était l'incroyable Hulk chez M6, boîtier vert. Donc Cole me renvoie un exemplaire censé fonctionner, avec en plus un courrier de M6 SND comme quoi ce disque était reconnu comme ayant des problèmes. Et quand je mets ce disque d'échange dans ma platine, chargement très long et un bruit incroyable, j'ai tout de suite arrêté. Et là, en regardant la phase de lecture, là, j'ai vu des bourrelets de résine. Là, j'ai compris tout de suite d'où venait le problème, quoi. Et là, on parle bien d'un disque d'échange. Ouais, donc c'est quand même un peu inquiétant. Alors, ce qu'il faut dire quand même, il faut le préciser, hein. C'est que il s'agit pas de l'ensemble des Blu-ray, hein. Là vraiment on est dans le cas effectivement c'est pas le process de fabrication du Blu-ray qui est en cause, c'est vraiment un des composants utilisés par les presseurs qui fait que on sait pas trop en fait. On sait pas trop en fait. On sait mais pas. Bon, en tout cas, dans la plupart du cas, il semble que ce soit ça. En tout cas, eux, ils ont communiqué comme ça. Jusqu'à présent, ils ont communiqué comme ça. Et c'est vrai que ce qui est un peu du coup problématique, c'est que eux ne nous donnent pas une liste précise, même s'il y a une liste qui a été diffusée, mais apparemment elle est insuffisante puisqu'on se rend compte elle est beaucoup plus étendue que ça. Hein. Voilà. Et donc du coup, c'est ça qui est un peu problématique, c'est-à-dire que c'est un problème qui semble à la fois aléatoire sur plusieurs titres qui sont indéfinissables, ce qui fait qu'en fait on peut se retrouver avec peut-être on va dire peut-être un petit millier de disques qui seraient que touchés, ça serait tant mieux à la limite, mais ça me paraît un peu bizarre parce que quand on fait le tour quand même des forums et notamment de Blu-ray en français, quand on voit 100 pages, on se dit qu'il y a quand même à mon avis un peu plus que quelques milliers de disques, donc ça soulève quand même pas mal de soucis. Ce qui est en plus un peu inquiétant, donc c'est que c'est cette société-là qui est quand même une société qui a pignon sur rue, qui est reconnue parfaitement dans le secteur. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises, le président de la boîte, donc de Cole, c'est Laurent Villaume effectivement, et il est également, c'est intéressant à savoir, c'est qu'il est
également président du Blu-ray Partner France, donc qui est quand même impliqué un petit peu c'est un conglomérat de fabricants de Blu-ray. Donc Cole, c'est une grosse entreprise avec une bonne centaine de salariés qui connaissent bien le métier, qui font ça depuis des années. Enfin voilà. Je veux dire, si des éditeurs comme parce qu'il y a quand même une belle liste d'éditeurs, hein, si on fait le point. Il y a quasiment tous les éditeurs, hein, mais tous les éditeurs presque. Hein, même il y a même des disques chez Warner, donc ceux qui sont édités par contre par M6 Vidéo, qui sont pressés par Cole. TF1 Vidéo qui par contre eux ont arrêté apparemment ont arrêté de faire appel à Cole. Bon voilà, et c'est une société qui aujourd'hui se retrouve d'ailleurs dans des difficultés financières. Bon alors, effectivement, d'après son président, c'est lié au piratage. Bon, on peut remettre un petit peu en doute ça. Moi, je pense que c'est plutôt la politique de prix qui est toujours restée très élevée pour le Blu-ray et qui aujourd'hui est plus justifiée. Parce que le pressage de disque coûte plus aussi cher à mon avis que ce que ça coûtait il y a quelques années, hein. Puis le matériel a quand même été certainement amorti, donc aujourd'hui c'est pas normal, je suis désolé, mais c'est pas normal de payer encore ces Blu-ray 25 euros. Voilà, il y a des éditeurs qui font des efforts, je pense à Pathé hein, notamment, qui vendent maintenant ces Blu-ray pour 15 euros. Ça c'est un tarif qui est bien plus acceptable. Après on pourrait déblatérer, enfin voilà, mais l'idée ce soir c'est pas non plus de casser du sucre sur cette société parce qu'il y a quand même des emplois en jeu, mais c'est quand même étonnant qu'on retrouve à chaque fois ce fabricant dans les messages des forumers qui disent j'ai tel problème. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre, mais aussi qui fournissent des disques d'échange qui ont aussi des problèmes. Voilà, oui. On en rencontre beaucoup qui ont des problèmes. Moi, le premier avec cet exemplaire de Hulk, mais d'autres aussi ont rencontré encore un problème similaire au mien, ou alors le disque est bien d'aspect, mais ils le testent et en lecture il bloque, ou enfin des choses comme ça. Alors là, se pose la question peut-être aussi effectivement que les disques de remplacement, ils font pas une nouvelle, ils pressent pas de nouveaux disques, hein, peut-être qu'ils se servent de leur stock. Hein. Alors d'après ce que moi je leur ai demandé, puisque justement j'avais un titre en retard que j'attends encore, et non, apparemment on m'a parlé ordre de pressage, donc c'est qu'ils repressent. D'accord, ouais. Je prends le cas de Old Boy. J'étais le seul à apparemment avoir rencontré le problème. Je l'aurais renvoyé, ils m'en ont réexpédié un nouveau, quoi. Oui. Je voulais juste souligner que de ce que j'ai décrit pour les HD DVD, je voulais préciser comme toi pour certaines de tes Blu-ray que certains qui posent problème n'ont absolument pas été manipulés, étaient encore sous blister et ont été ouverts. Voilà. D'ailleurs, j'en ai encore qui sont sous blister. Il est fort possible qu'il y ait un souci, alors qu'ils n'ont pas. Enfin, c'est évidemment pas une dégradation physique volontaire du disque ou un surusage ou autre. Hein. Ouais. À l'époque, on se rappelle peut-être que les Blu-ray double couche ont pris le temps de se mettre en place. Hein. Les premiers films sortaient sur des Blu-ray simple couche, 25 Go. Les 50 ont mis quand même un certain temps à arriver sur le marché, lié à des difficultés de pressage et notamment la jonction de ces deux couches. Alors je sais pas si c'était le coating ou la... Enfin, bon, je connais évidemment pas le process exact, mais en tout cas, ça a pris du temps à l'époque, là, dans les années 2007, et les problèmes venaient de là, au point d'ailleurs qu'on s'envoyait des petits pics avec un format HD DVD qui faisait 30 Go, 2 x 15, et un Blu-ray qui, dans les faits, faisait que 25. Parce que les 50, on envoyait très très peu. Bon, évidemment, ça a changé depuis, mais on envoyait très très peu. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, au début du process, au début du format, cette mise en place de deuxième couche a posé des soucis. Certainement résolus la plupart du temps maintenant, mais on peut penser qu'il y ait des résidus de ces difficultés qui sont encore là. Et d'ailleurs, pour pas forcément lancer, mais on en reparlera pour la suite avec le prochain Blu-ray UHD 4K, certains points d'interrogation si on s'amuse à dépasser 2, 3, 4, 5 couches, qu'adviendra-t-il ? Ouais, bien sûr.
Puis bon, alors là, le souci, effectivement, c'est que jusqu'à présent, bon, il y a pas spécialement de problème pour se faire échanger ses disques, hein. Et effectivement, on ne pensait pas qu'un jour il y aurait nécessité de changer ses disques Blu-ray. Bon, visiblement, ça peut arriver, hein, effectivement. Hein. Bon, espérons que ce soit quand même limité, mais Inutile de préciser que je vais avoir beaucoup de mal à me faire remplacer mes badges de ah DVD. oui, les DVD, c'est sûr que c'est fini. C'est sûr. Voilà, mais c'est déjà le cas. Ouais. Non, mais effectivement, on peut toujours espérer, pourquoi pas. Mais la probabilité, elle est quasiment nulle, quoi. Ouais. C'est malheureux, c'est terrible. La problématique, c'est que par exemple aujourd'hui, il y a, je pense à un Blu-ray en particulier, je crois qu'il s'appelle Pirate, qui était édité chez je sais plus qui n'a plus les droits d'édition, ce qui fait qu'en fait, le Blu-ray a un souci et il est définitivement irremplaçable, quoi. Parce que Cole n'aura pas la capacité du coup de remplacer un Blu-ray d'un éditeur qui n'a plus les droits. Enfin voilà. Donc on se retrouve dans des situations particulières. Et puis surtout, eu égard aux problèmes financiers que rencontre Cole actuellement, on peut se demander ce qui se passera si jamais la société venait à déposer le bilan et vers qui se retourner, quoi. Parce que les éditeurs, eux, finalement, ils sont quasiment maîtres de rien. C'est-à-dire que au fond, on les entend pas beaucoup en ce moment, c'est ça le problème. On devrait passer par eux pour se faire échanger les disques et non pas par le presseur lui-même. C'est ce qui affole un peu le. C'est ça, puis c'est pas facile de contacter les éditeurs aussi, parce que du coup, il y a des éditeurs comme Universal, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de numéro de téléphone pour les joindre. Ça, je confirme. J'ai tenté pour justement un titre. C'était Universal Music, c'était The Police, live à Buenos Aires, et donc certifiable. Et donc ce disque-là pose aussi problème chez moi. Il est taché, impossible de les avoir. On tombe sur un standard, plusieurs numéros. Le deuxième numéro, c'est que vous avez appelé le premier, même si c'est une personne différente qui répond. Enfin, c'est la croix et la bannière. Là, par exemple, eux, je vois pas comment les joindre, quoi. Ouais. Donc du coup, ça soulève pas mal de questions. Alors maintenant, l'idée, c'est quand même d'essayer d'interpeller un maximum les éditeurs pour qu'ils prennent conscience qu'il y a quand même un souci, qu'il faudrait peut-être un petit peu anticiper éventuellement une augmentation des demandes et puis simplifier la chose, quoi. Parce que c'est vrai que alors je veux dire, Cole est quand même assez remarquable, hein, faut dire ce qu'il y a au niveau de l'échange, hein, il récupère les disques, il vous en renvoie un nouveau, effectivement, quand le nouveau qu'il vous renvoie n'a pas de souci, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis il vous rembourse bien sûr le timbre, hein, puisque là on est dans un cas de figure juridique d'un vice caché. Donc il faut savoir que en France, le droit protège quand même les consommateurs à ce niveau-là, et que donc peu importe que vous ayez acheté votre disque il y a 2 ans ou 5 ans, à partir du moment où vous découvrez le vice, vous avez 2 ans pour agir. Donc effectivement, ça d'ailleurs ça passe pas de souci particulier par rapport à Cole, mais par rapport aux éditeurs, par contre, quand on n'arrive pas à joindre un éditeur sur un souci, voilà. Alors on peut toujours se retourner contre le vendeur, mais tout le monde garde pas ses tickets de caisse. Et ouais, justement, c'est parce que j'avais gardé les miens que j'ai pu me faire échanger 2 fois 3 enterrements. Voilà. Donc il y a quand même un peu. Et puis je te coupe aussi. On aimerait quand même que Cole rembourse. Alors, en 2014, c'était 66 centimes, et puis là, c'est la valeur d'un timbre à 20 grammes. Mais quand on envoie, par exemple, 12 d'un coup, comme j'ai fait, j'ai pas payé 66 centimes pour les envoyer. Hein. J'ai payé beaucoup plus. Donc il faudrait que les frais soient remboursés à hauteur de la dépense, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça normalement, c'est un cas un peu particulier parce que je pense voilà, 12 disques, c'est assez énorme. Mais voilà, et donc du coup, l'idée maintenant, c'est d'interpeller les éditeurs. Donc il y a une pétition qui est en place, qui a été mise en place par Blu-ray en français. Vous retrouverez les liens sur le topic dédié, je le mettrai en description de ce podcast. Et puis effectivement, il faut surtout pas hésiter à partager votre expérience sur les différents forums, peu importe le forum, mais faites-le savoir. Et puis autre chose aussi,
Il y a également sur le forum La Galette Bleue un forumeur qui a mis en place un système en fait avec des adresses mail vers lesquelles vous pouvez envoyer un email pour demander des comptes. Et puis il a également référencé tous les comptes réseaux sociaux à travers lesquels vous pouvez partager une image qui est en fait un texte, hein, mais en image puisque par exemple avec Twitter 140 caractères c'est un peu limité. Donc vous partagez ça sur les réseaux sociaux et il faut vraiment faire le maximum de bruit pour que les éditeurs réagissent de manière un peu plus soutenue parce que ça devient ça pose souci voilà. Oui, ça pose un gros souci, d'autant plus qu'on attendait tous, puisque moi le premier j'avais sollicité la rédaction des années laser pour pouvoir effectuer donc une enquête, donc d'autres sont joints. Et malheureusement, l'article qui est paru ce mois-ci nous apprend rien de plus et n'interpelle personne en fait. Hein, c'est là qu'il y a aussi un gros souci. Et c'était pour beaucoup un des derniers recours, donc la presse, était envisageable quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est sûr que c'est assez compliqué de. Bon, alors parce que la presse spécialisée en la matière est extrêmement réduite. Hein. Bon, il faut bien se dire qu'à HCFR, nous, même si on est une communauté importante, on est quand même très orienté matériel et pas vraiment Blu-ray. Hein, on n'a pas du tout contact avec les éditeurs. Et c'est vrai que bon, nous, on met à disposition tous nos outils, hein, que ce soit le portail, le forum, les comptes réseaux sociaux et le podcast, hein, comme ce soir. Mais c'est vrai que bon, difficile pour nous d'aller plus loin. Et c'est vrai que bon, voilà, il faut quand même pas mal pousser du côté de la communication. N'hésitez surtout pas à envoyer des mails et à interroger les partager vos expériences. Voilà, surtout partager vos expériences parce même que, si elles sont très désagréables. Parce que même si c'est très désagréable de voir ces disques mourir, il faut absolument partager. voilà, souvent en plus on n'a pas conscience, enfin comme la plupart des gens, on le soulignait en off avant de démarrer cette émission, on a très certainement des dizaines, voire des centaines de disques sur les étagères, certains qu'on n'a encore jamais ouverts, ou des disques qu'on a lus une fois et qu'on ne relira pas avant 5, 8, 10 ans, et peut-être que dans 8 ans on pourra pas le lire. Et bon, c'est très frustrant, j'ai fait part de l'expérience sur l'âge des DVD, même si en l'occurrence le format a disparu, certes, mais bon, comme le dit rappelé notre ami Clément, on lit encore nos vinyles ou nos cassettes ou disques laser audio, voire disques laser. Moi j'ai encore des laserdiscs qui marchent parfaitement 20 ans plus tard, et alors je m'en sers pas tous les jours, mais je suis à peu près certain qu'ils fonctionnent tous. En tout cas la grosse majorité marchait il y a peu de temps. Là c'est un format qui a tout juste quelques années et c'est pas normal quoi. On a payé au prix fort en plus tant qu'à faire. Donc ouais, puis ça met quand même un gros doute dans la tête des consommateurs. Alors voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le Blu-ray, il faut le dire ce qui est, c'est le seul moyen, l'unique moyen d'avoir le film dans une qualité, on va dire maximale. Certains diraient acceptable, hein, mais d'aucuns diraient acceptable même. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant, surtout que le Blu-ray 4K va arriver, ce qui soulève quand même encore pas mal de questions parce que on n'a pas tous les éléments, et là on va en parler notamment des éléments techniques, des caractéristiques qui montrent aussi que la Blu-ray Corp a pas fait trop d'efforts sur l'augmentation en fait des caractéristiques par rapport au Blu-ray HD. On va en parler tout de suite. Donc c'est vrai que cette entente était quand même lente. Nous on pensait à peu près, peut-être pas toi Patrice, hein, c'est vrai que de souvenir, tu m'avais dit non tu verras au CES il y aura rien. Mais j'étais persuadé qu'il y aurait quelque chose quoi. Ou même au CEDIA qui suivait juste après. Et en fait, on n'a pas grand chose quoi. Hein. On se retrouve juste avec quelques données techniques. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce Blu-ray UHD ou 4K, puisque le consortium a donc décidé d'utiliser le terme UHD pour Ultra HD plutôt que 4K. Effectivement, moi j'avais fait le petit pari que j'aurais très honnêtement préféré perdre, hein, mais qu'on ne le verrait pas en 2015, et c'était d'ailleurs une des raisons
qui a fait qu'on a décidé de ne pas aller au CES et d'avoir une un petit peu plus réduite à l'IFA parce qu'on se doutait qu'il y aurait assez peu de nouveautés de ce côté-là, malheureusement. Et donc, on voyait effectivement, on a eu quelques spécifications techniques et tout le monde est dans l'expectative, enfin, tous les gens intéressés par une très bonne expérience du cinéma à la maison, de ce Blu-ray UHD commence à devenir une chimère et on peut même penser, enfin en tout cas se demander s'il va vraiment sortir. Écoute, en ce qui me concerne, Patrice, je suis pleinement confiant. Tout à l'heure, ce que l'on a dit concernant les spécifications techniques, je pense, enfin, pour m'intéresser à l'évolution technologique et à ce style de choses, il est probable que dans les roadmaps, dans les plans de route et de fonctionnement d'un certain nombre de constructeurs, la mise, comment dire, trouver un point d'entente concernant la finalisation du concept du Blu-ray UHD a pris probablement 1 an, voire 18 mois de retard pour 15 000 raisons. La façon dont je vois les choses, c'est que il y avait une très forte pression de la part de Sony qui a été à l'origine de la mise sur le marché du concept des reproducteurs UHD 4K, donc que ce soit au niveau des projecteurs ou des télévisions, avec une tentative intermédiaire qui a été la mise sur le marché des Blu-ray mastered in 4K, masterisé 4K, certains titres donc exclusivement commercialisés par Sony, qui devait initier la mise sur le marché du Blu-ray complètement UHD. Le problème, c'est que derrière, je pense qu'il y a eu des intérêts d'un certain nombre de constructeurs qui sont venus se mettre au travers des ambitions de Sony, et qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises sur le devant de la scène pour finaliser le concept lui-même. D'où les notions de compatibilité, en particulier des logiciels d'encodage, à savoir le nouveau HEVC 2.65. Le HEVC 2.65 par opposition à l'ancien 2.64, et éventuellement, Clément, tu pourrais nous en dire quelques mots par la suite. Il y avait ça d'abord, et puis secondo est venu se mettre sur le tapis les problèmes de piratage. Les piratages, en fait, puisque en fait un Blu-ray est relativement facile aujourd'hui, casser la protection est relativement facile, donc il fallait inventer quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est le système de protection HDCP 2.2, donc une évolution par rapport aux deux actuels. La mise en place de ce truc-là et l'intégration de ce style de choses dans le chipset HDMI, c'est-à-dire l'appareil en amont, un lecteur qui communique avec le processeur ou le projecteur, devant tous les deux avoir le même chipset capable de dialoguer entre les deux. La mise en place d'abord donc de ce système d'encryptage HDCP 2.2 a mis du temps à se mettre en place, et ensuite derrière, pour l'intégrer dans les fondeurs de chipset, ça a pris également du temps. D'où le fait que le système et les spécifications techniques du Blu-ray ont pris beaucoup de retard. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses.
D'où le fait que l'année 2015, qui aurait dû être l'explosion et la mise sur le marché de ce système, au travers en particulier de son complément audio qui est le processing Dolby Atmos, qui a été mis sur le marché dans le courant de 2014, eh bien tout ça a été fortement retardé. Voilà. Oui, c'est clair que, au vu des échanges sur les technologies, notamment d'encodage vidéo, HEVC et compagnie, on se doute que la partie technique pure du traitement de l'image et de son stockage, etc., n'est clairement pas le problème qui retarde l'adoption ou l'utilisation de ce format. Il me semble évident qu'il y en a probablement une raison qui est liée à cette protection. Alors, je suis pas certain d'ailleurs que le HDCP soit la seule raison, parce que pour faire court, le HDCP ne fait que encrypter pour schématiser et chiffrer l'échange de données entre l'appareil émetteur et l'appareil récepteur de l'image. Donc en général le lecteur et le téléviseur ou l'écran ou le projecteur. Donc bon, effectivement, il peut y avoir du piratage sur ce flux numérique. Probablement pas là qui est le plus important. Moi, je pense que sur la protection, juste Patrice, je rebondis sur la protection. Je suis persuadé qu'ils réfléchissent sérieusement à faire une protection via une génération de clés unique sur Internet. Je le sens venir ça. Et mais vraiment, c'est possible. Parce que Microsoft avait tenté de le faire avec sa Xbox One et vu le tollé qui se sont pris, ils ont reculé. Bon. D'autres raisons en plus, mais je sens venir ça, quoi. Je pense qu'ils auront quand même l'intelligence de faire un retour sur justement le tollé qu'a eu Microsoft à l'époque de cette évocation. Mais non, je voulais juste dire par là que en plus, bon, il y a évidemment la partie HDCP qui est une protection assez solide, mais qui effectivement réclame de la technologie, enfin des chips, des puces électroniques capables de traiter ces flux. Et là, en plus, on parle quand même de flux à plusieurs dizaines de gigabits par seconde, c'est-à-dire quand même assez conséquent. Effectivement, il faut des puces très évoluées et qui réclament du temps à être mises au point et produites à grande échelle. Mais il y a aussi la protection en amont au niveau du disque en lui-même, des clés de cryptage et des différentes techniques utilisées pour contrer le piratage, pardon, qui ont probablement et des accords nécessaires entre les différents intervenants dans l'histoire qui ont posé problème. Je rappelle là aussi l'histoire nous permet quand même d'établir quelques hypothèses, que c'était déjà quelque chose de similaire qui a pris beaucoup de temps dans le format Blu-ray, qui a retardé la mise en place du format Blu-ray à l'époque. Le format HD DVD s'étant lui beaucoup moins embarrassé de ces détails. Bon, même si ça lui a pas servi, et ça avait été à l'époque déjà quelque chose qui avait bien retardé d'une bonne année l'arrivée du Blu-ray au profit du HD-DVD. Effectivement. Et puis attends, il y avait autre chose aussi, Patrice, qu'on oublie de dire, c'est qu'à l'époque, d'abord il y avait très peu du moins les écrans LCD avec prise HDMI étaient quand même encore limités. Full HD, surtout Full HD encore plus. De souvenirs, il y avait peut-être 3 ou 4 modèles en 2007, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Donc bon, il y avait un retard technologique, si tu veux, que ce soit au niveau de la source avec la numérisation des pellicules, au niveau du diffuseur. Ce qui est pas le cas aujourd'hui. C'est ça qui est un peu embêtant, tu vois. Oui, mais c'est pas ce que je voulais évoquer. Bien sûr. Aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent? On a des écrans, on a des projecteurs, et puis les films sont en 4K. On a des films. Qu'est-ce qu'ils attendent? Bonsoir. Pour moi, tu vois, le problème du chipset, par-delà la communication directe HDCP 2.2, HDCP 2.2.
pour moi, le problème, à mon avis, un des plus gros problèmes, c'est HDCP 2.2 vers HDCP 2.0. C'est-à-dire un lecteur avec un disque UHD et de l'autre côté, une télé, un projecteur, un processeur HDCP 2. C'est-à-dire les cas actuels, quoi. Enfin, tes sources actuelles, voilà, quoi. Exactement. C'est-à-dire que au départ, la plus grande majorité des matériels seront des matériels avec la compatibilité actuelle, c'est-à-dire le HDCP 2.0. Et du coup, donc, quand on connectera un futur donc lecteur UHD, par définition sera HDCP 2.2, eh ben, il faudra qu'il downscale le signal donc de ce Blu-ray UHD en quelque chose qui pourra être projeté sur une simple télé ou un simple projecteur HD, c'est-à-dire 1080p. Et je pense en fait que c'est à ce niveau-là que probablement se situe un petit quelque chose. Je ne dis pas que c'est insurmontable, la preuve, ils ont trouvé la solution. Mais la façon dont c'est fait, la façon dont ça doit fonctionner, il y avait probablement quelques petits soucis divers. Oui, c'est très probable. Et il y a quand même, je pense aussi, une deuxième grande partie qui n'est pas à négliger, c'est quand même le relatif insuccès du Blu-ray. Parce qu'on est maintenant 8 ans après la sortie des premiers Blu-ray, et je rappelle que c'est encore le DVD qui est le format le plus vendu, et de loin. Et le Blu-ray n'a clairement pas éradiqué et remplacé le DVD comme le DVD l'avait fait à l'époque par rapport à la cassette vidéo ou au laserdisc dans une certaine mesure. Et là, bon, même si d'origine, on savait très bien que les deux formats allaient coexister pendant un certain temps, là, je pense que les éditeurs trouvent que le temps est certain, quoi. Et clairement, les ventes, même si on peut pas parler d'échec, mais en tout cas, on va dire d'un succès relativement Ouais, c'est limité. ténu, ouais. Et je pense que les éditeurs, clairement, ne mettent pas la priorité sur ce Blu-ray 4K UHD parce qu'ils se doutent bien qu'il se vendra forcément pas mieux que du Blu-ray tout court. Et donc, bon, je dis pas qu'ils veulent pas le faire, mais en tout cas, c'est certainement pas d'un haut niveau de priorité dans leurs échéanciers. Ouais, c'est sûr. Tu vois, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire que il faut quand même pas oublier le contexte de tout ça. Quand le DVD est arrivé sur le marché, le streaming ou éventuellement obtenir un film par le biais d'internet ou transférer sa vidéothèque sur des serveurs, etc. C'était quand même quelque chose qui était qui ne se faisait pas. Aujourd'hui, très clairement, on est dans un monde où ce style de choses se généralise. C'est-à-dire que ne serait-ce que, par exemple, la possibilité d'accéder à un titre en UHD par le biais de sa box, etc., en qualité UHD et en streaming. D'où le fait que précédemment, il y avait un seul et unique format disponible, le DVD, et maintenant, on a de multiples moyens pour obtenir la même chose à la maison. D'où le fait que c'est vrai que la pérennité du Blu-ray UHD, on peut se poser des questions. Hein. Ouais, mais en même temps, aujourd'hui, quelle offre tu vois, te proposerait de la 4K à un niveau intéressant, hein, attention, hein, avec du son Atmos, par exemple. Je veux dire, Netflix aujourd'hui n'est pas capable de te fournir un flux 4K de qualité avec un son 5.1 correct.
Donc, en même temps, je veux dire, c'est le seul support à l'heure actuelle, tu vois. Alors, est-ce qu'effectivement, peut-être qu'ils se sont trompés, qu'ils ont peut-être pensé que au physique et pas au dématérialisé, et que donc, effectivement, peut-être qu'ils devraient y penser à dématérialiser leur production, à offrir, effectivement, à passer par des plateformes comme Netflix, ou comme, je sais pas moi, sur PlayStation, voilà, etc., etc. Surtout que là, Canal Play pour rester français. voilà, Canal Play. Mais bon, reste quand même la question, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la moyenne, la vitesse moyenne de connexion en France, je crois qu'elle est aux alentours de 6 mégas. Je veux dire, si tu, même avec le HEVC qui est un super format, Combien tu as dit 6 mégas en ouais, France? 6 mégas, ouais. Oh là là, je dois vivre en province alors. Moi aussi, je me suis pas rendu compte, mais je dois être. Tu y es presque, Patrice. Bref. Ouais, Non mais je voilà, suis un peu en dessous. du coup, quand même se pose la question effectivement de savoir, ben voilà, aujourd'hui, on est un peu limité par le réseau et puis, enfin, voilà, même si effectivement tu pourrais te retrouver avec un film bien encodé en HEVC avec un son correct, enfin deux pistes, hein, la VO et la VF éventuellement si c'est un film étranger, et les sous-titres, tu pourrais te retrouver avec un film inférieur à 10 gigaoctets. Alors, de toute façon, à mon avis, il te faut au moins une connexion de 20 mégas pour pouvoir le lire en streaming. Donc, imagine-toi précharger ton film, il te faut une nuit, quoi. En fait, Allez. si tu veux, pour ce qui me concerne, les choses sont très claires. Personnellement, j'ai, à part 2 ou 3 titres que j'ai achetés pour le, comment dire, pour Atmos, en ce qui me concerne, je n'achète plus de Blu-ray. C'est terminé. Y compris les tout derniers trucs sortis, je n'achète plus. Pourquoi? Parce que quelque part, avec l'arrivée du Blu-ray UHD, pour moi, il faudra repositionner la totalité de sa collection en fonction de ce nouveau contexte. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que la solution du streaming ou éventuellement du téléchargement est quelque chose qui, tout du moins dans notre beau pays, ne se généralisera pas avant au moins 3, 4, 5 ans. Parce que si toi tu as la chance d'avoir la fibre, chez moi elle arrivera dans 2 ans. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. Et là, bien sûr, on parle d'offres légales, hein. Non mais bien entendu. Bien entendu. Bien évidemment. C'est vrai, bon, néanmoins, l'offre légale déjà en HD, bon, commence à être à peu près démocratisée depuis assez peu de temps finalement. Alors de là à l'avoir en UHD, ça va quand même être compliqué. Et effectivement, même si plutôt j'ai émis des doutes sur la sortie réelle du format UHD, je pense quand même qu'on aura un support haute résolution 4K UHD pour la décennie qui vient. Pour moi, c'est quasi certain que c'est le dernier format physique. Après, à voir, mais bon, enfin, en tout cas, clairement là, on est frustré et en plus avec pas de réponse puisqu'on a, bon, effectivement quelques vagues, enfin, un peu moins que vagues, mais spécifications techniques qui ont été données, mais qui n'apprennent rien fondamentalement. Effectivement, on apprend qu'on va avoir des Blu-ray UHD. Pour moi, la plus grande évolution, Patrice, c'est le HDR, le High Dynamic Range. Donc, avec des deltas de contraste qui sont. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour savoir de quoi il s'agit au niveau du HDR, vous faites une recherche Google sur Dolby Vision. Et tout ça est parfaitement expliqué. Est-ce qu'il y aura le Dolby Vision sur le Blu-ray UHD? Peut-être, mais pas forcément de la qualité telle qu'on peut le voir. Qu'est-ce que ça veut dire, le HDR? Le HDR veut dire que au sein d'une même image,
le différentiel entre la partie la plus sombre et la plus claire va être d'un facteur différentiel, d'un facteur de l'ordre de entre 10 et 20 par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui fait en fait que une image pourra avoir un peps et une définition vraiment incroyable. Surtout sur un tritube. Surtout sur ça, c'est autre chose. J'aimerais voir ça. Patrice, si t'as gardé encore ton tritube, je viendrai rien que pour ça, je descendrai. On en a un. On en a un sous la main, facilement accessible. Voilà. D'ailleurs, on salue Cédric, Contemplation Aveugle, s'il nous écoute. Juste d'un mot d'ailleurs pour vous dire qu'on a eu moi j'ai eu une expérience incroyable parce que Patrice connaissait déjà la chose, mais j'ai eu la chance de voir un tritube, un engin vieux de 20 ans, diffuser une image donc en Full HD sur un écran 2.35 de 4 mètres de base et avec un noir. C'est-à-dire que on lance un Blu-ray. En l'occurrence, c'était un Alien, alors je sais plus quel, c'est le 3, je crois, de souvenir. Enfin, bon, bref. Il y avait donc dans une salle sombre, dédiée, et on ne voyait rien. La salle était noire. Et pourtant, de coup, il y a le titre qui s'affiche, quoi. Et on se dit, mais c'est incroyable. Et oui, c'est ça le tritube. Et aujourd'hui, il y a rien à part l'OLED, mais bon, pas dans ce format-là, qui n'arrive à atteindre ce noir qui est un noir à zéro, quoi, minimal, quoi. C'est incroyable, Tout à fait. C'est ce qui a bluffé la plupart des gens qui ne connaissaient pas ces technologies-là. Mais bon, là, on va pas refaire voilà l'histoire du mais bon oui. ça permettait de montrer qu'un excellent ça ne nous rajeunit pas tout ça pouvait avoir, y compris de nos jours en HD, des résultats époustouflants sur des Blu-ray et bien meilleurs que tous les projecteurs numériques qui étaient autour de lui, et pourtant il y avait du joli monde. Mais bon, pour en revenir à notre UHD, Blu-ray UHD, effectivement, le HDR et aussi le fait d'avoir une profondeur de bit supérieure à ce qu'on connaît sur le Blu-ray actuel est évidemment fort intéressant. Je dirais que heureusement qu'ils nous font au moins ça, vu le temps qu'ils ont pris à sortir quelque chose. Ouais, mais c'est un peu à minima. On pourra regretter par exemple l'encodage en 4.2.0, quoi. Oui, mais le problème si vous me permettez, le problème de ça, c'est que il faut voir aussi quels sont les. Alors, bien quelques secondes en arrière en disant que 4.2.0, c'est l'actuel encodage qui est effectué sur le Blu-ray, sachant que chaque diffuseur, que ce soit télé ou projecteur, va procéder à un upsampling qui va passer ce signal de 4.2.0 en 4.4.4. Alors, c'est fait avec plus ou moins de bonheur. Il y a quelques années avec moins, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de précision, et quand on voit les résultats qu'il est aujourd'hui possible d'obtenir avec certains lecteurs, il y a aucun souci. Or, un des principaux participants dans les compagnies qui sont derrière le Blu-ray, il y a Panasonic. Or, Panasonic, pour avoir rencontré notre ami Tony Tani, le responsable des produits Blu-ray chez Panasonic, donc une rencontre organisée par HCFR lors de l'IFA 2013, oui. La caractéristique des lecteurs PANA, c'est qu'ils font un upsampling 4.2.0 en 4.4.4 qui est vraiment superbe. Ce qui fait en fait qu'ils ont, et mon petit avis, probablement poussé à la roue de telle façon à ce que l'encodage
du Blu-ray soit le plus minimal possible pour essayer de grappiller quelques mégabits de dispo au niveau de la place, sachant que derrière, l'upsampling se fait de façon, on va dire, hard, au travers de technologies propriétaires. Sachant que c'est la même chose au niveau de la profondeur de couleur. Donc on va passer de 8 bits à 10 bits au niveau de l'encodage couleur. Pourquoi ? Déjà, ne serait-ce que pour pleinement profiter du HDR dont on parlait tout à l'heure, sachant que aller au-delà, aller par exemple à du 12 bits, aurait été un gâchis d'espace, alors que reconstituer des couleurs, donc passer de 10 à 12 voire 14 bits, c'est des technologies qui sont maîtrisées aujourd'hui, éprouvées, et en particulier dans les lecteurs PANA. Ok, ouais. Bon voilà, ben donc c'est vrai que c'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant sur le Blu-ray. Peut-être effectivement l'espacement de couleurs, on en a parlé un petit peu, qui pourra aussi prendre le Rec 2020. Mais bon, à part ça, voilà, c'est pas. Non, mais on voit surtout que c'est construit un peu de la même manière que le Blu-ray au départ, c'est-à-dire que les spécifications qu'on nous a annoncées pour l'instant sont ce que je pourrais appeler les spécifications minimales. Donc effectivement, on retrouve peu ou prou la même chose que pour le Blu-ray, c'est-à-dire du 4.2.0, deux couches de 50 gigas, enfin de 25, 30, donc, ouais. 50 gigas. Et attention, ou 33. Ouais, ou 33, mais enfin bon, Ouais. le 25 fait partie de ce qui a été annoncé, donc Oui, on peut supposer, bien sûr. on peut supposer que, comme à l'époque du Blu-ray et des premiers Blu-ray, les premiers films UHD 4K Seront deux qui vont couches. sortir seront sur des doubles couches 50 gigas, Ouais. avec très certainement Probablement. un encodage en 4.2.0. Donc je dirais à minima, si on veut, au niveau du format. Et que des éditions un peu plus évoluées viendront dans le futur. Pour faire le lien, j'en avais parlé un peu plus tôt. Effectivement, la porte n'est pas fermée à évoluer sur le nombre de couches ou la taille des couches du Blu-ray. 33 Go, on évoque à la place de 25, et on évoque 3 voire 4 couches. Non, pas 4 couches, 3. Mais ouais, 3. Et c'est pour ça pour que... l'instant, les spécifications qui ont été données sont à la fois précises et floues, mais c'est-à-dire qu'ils ont simplement dit que le Blu-ray, le Blu-ray UHD serait utilisable avec des disques double couche 25 gigas. Donc, ils n'ont pas précisé qu'il pourrait y en avoir plus. En fait, si tu veux, je crois que sur le truc d'AVS Forum, là, le truc qui a été initié présenté par Scott Wilkinson, oui. il y a quelque chose qui spécifie un maximum de 100 gigabits au travers de 3 couches de 33. Et à mon avis, c'est là que l'expérience de Xavier, le problème des polymères et des résines, position de couche. ouais, justement, est vraiment très. Ouais. Si le disque est mal fait, que la résine est mauvaise, tu peux être sûr qu'on aura des soucis, quoi. Ah, c'est clair. Surtout que là, en fait, au niveau de la densité, c'est très étonnant ce truc-là. Tout à fait. Et je sais que je fais pour faire un parallèle avec l'époque du HD-DVD dont on a parlé plus tôt, ce format avait des inconvénients, bien évidemment, notamment celui d'une plus faible capacité, 30 gigas au lieu de 50. Je rappelle néanmoins que un des avantages, c'était que justement, il ne nécessitait pas de surcouchage, donc il n'y a pas de double couche comme le Blu-ray. Donc évidemment, les problèmes que l'on a décrits là
même si on peut penser qu'ils sont peut-être liés à un process de fabrication qui a été ou qui est mal maîtrisé dans certains cas, mais néanmoins, par définition, il n'y en avait pas besoin. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'un point de vue économique, puisque c'était fabriqué sur les mêmes chaînes que du DVD. Il n'y avait pas de différence entre le DVD et le HD-DVD pour sa fabrication. Au prix d'une plus faible capacité, certes, et d'un probable besoin de plusieurs disques pour certains films dans le futur. Certes, c'était un inconvénient, mais on s'aperçoit maintenant que la plupart des films un petit peu longs sortent de toute façon sur de Blu-ray, et que l'immense majorité des Blu-ray fait nettement moins de 30 gigas de données liées au film. De nos jours. Donc, même si évidemment on refera pas l'histoire Ouais, je pense que c'est évident, mais peut-être que les constructeurs et fabricants et le Blu-ray Consortium peuvent en retenir la leçon de se dire bon on va peut-être rester sur quelque chose qui marche 2 fois 25, même si on va pas éluder les problèmes qu'a évoqué Xavier, et peut-être pas aller tout de suite sur des formats un peu complexe au niveau des process de fabrication de 2 voire 3 couches de 33 gigas. Mais sinon, moi j'ai une solution. Hein. On Oui. augmente la taille du disque. On fait des Blu-ray version Laserdisc, tu sais. Là, c'est sûr que tu es tranquille. Hein. Bien sûr, mais c'était tu t'en souviens peut-être pas du fait de ton grand âge, mais c'est quand même une des raisons qui a fait que le format s'est arrêté. Ouais, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais bon, regarde, le vinyle est bien de retour, hein, et pourtant... Certes. Ouais, Xavier, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Bah non, j'ai rien à ajouter. Oui, il faudrait que les fabricants soient sûrs de leur résine s'ils implémentent plusieurs couches, quoi. Voilà. Parce que là, c'est sûr que, bon, Vu que c'est ça qui est la source du problème. la source du problème qui a été annoncé là, à l'heure actuelle, voilà, hein, ça pose quand même de grosses questions, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'au niveau de l'image, il y a quand même quelques petites questions qui restent en suspens, même si on a des indices. Par contre, au niveau du son, j'ai envie de dire que le futur s'éclaircit petit à petit. Bon, on sait déjà que le Dolby Atmos sera un des deux formats prédominants, hein, ça c'est à peu près sûr et certain. Vu que bon, il commence un petit peu à être diffusé dans quelques Blu-ray, mais clairement au cinéma, la plupart des blockbusters sont maintenant mixés en Atmos, donc enfin voilà, surtout que on va en parler de suite, mais le mixage Atmos est pas si complexe que ça, puisqu'on fonctionne par objet et non plus par canal. D'ailleurs, je vais laisser Hugo en parler, puisqu'il a eu la chance d'assister au mixage de Lucie. oui. On ne peut pas dire, seulement Atmos et seulement objet et pas canal. C'est pas tout à fait le cas. Pour s'en rendre compte, le plus simple est de regarder la petite vidéo du remixage de Lucie qui a été publiée sur HCFR en petit cadeau de Noël le 24 décembre 2014. À l'intérieur de cet article, donc, qui concerne le remixage 24p et 25p du film Lucie, le remixage Dolby Atmos du film Lucie en 24p et 25p. À l'intérieur de cet article, il y a une petite vidéo où on voit les canaux qui s'appellent des canaux bed et les objets qui sont matérialisés dans l'espace. Et on voit bien de quoi il s'agit, comment tout ça fonctionne. Alors, il y avait Atmos, il y a toujours Atmos, et donc normalement fin de ce mois-ci, fin mars, il va y avoir l'arrivée du concurrent qui s'appelle le DTSX, qui sera à peu de choses près la même chose que le Dolby Atmos, mais version DTS. Ce qui fait qu'on va se retrouver probablement dans le contexte du Blu-ray UHD avec deux systèmes concurrents comme aujourd'hui, à savoir le
aujourd'hui, il existe sur le Blu-ray HD, celui que nous connaissons, le Dolby True HD et le DTS EMA Audio ou Master Audio ou DTS HD. Dans le futur Blu-ray UHD, il va y avoir donc le Dolby Atmos et le DTS-X. Sachant que pour tous ceux qui ne seront pas équipés d'un décodeur Dolby Atmos ou d'un décodeur DTS-X, eh bien cet encodage DTS-X et Dolby Atmos sera vu par le processeur comme étant un signal de Dolby True HD ou DTS EMA Master Audio et donc pourra être reproduit de façon standardisée. Sachant que pour ce qui me concerne et possédant une installation 15.2 mais répartie en une couche oreille 9 et une couche supérieure appelée Height 4. La reproduction aujourd'hui en Dolby Atmos est quelque chose qui est vraiment fabuleux. Donc, je ne vous C'est vrai que on l'avait testé, hein. D'ailleurs, on vous renvoie vers l'article sur le Lonkyo 5530. Et puis surtout, Hugo, je pense qu'il faut qu'on parle aussi du processing parce que c'est vachement intéressant le DSU, donc le Dolby Surround. Le Dolby Surround, oui. Qui permet de simuler, enfin de pouvoir exploiter l'ensemble des enceintes qu'on aurait même au plafond à partir de piste 5.1 et qui marche d'enfer, quoi. Absolument. Alors on va dire c'est le cadeau gratuit qui vient avec les nouveaux processeurs ayant une capacité Dolby Atmos, qui est effectivement le Dolby Surround. Alors le Dolby Surround, qu'est-ce que c'est ? C'est un processing qui va traiter n'importe quel encodage Dolby standard 5.1, Dolby True HD, DTS standard, DTS Master Audio 5.1, 6.1, 7.1, tout ce que vous voulez, et qui va reprocesser cet ensemble sur le nombre de canaux actuellement processables dans les processeurs actuels, c'est-à-dire 11 canaux. Et donc, la plupart du temps, pour la meilleure expérience Dolby Surround, il faut avoir une couche standard 7, donc 7.1, 7.2 avec un ou deux subwoofers, et une couche 7 à laquelle on rajoute 4 enceintes en hauteur ou au plafond, positionnées de façon adéquate en fonction des spécifications Dolby et qui vont, et c'est ce qu'on a pu voir ensemble lors du test du 5530 et que j'ai chez moi avec le processeur Marantz 7702, permet d'obtenir un résultat audio absolument fabuleux, vraiment fabuleux. Ouais, c'est vrai que ça fait. Moi, ça fait partie d'excellentes expériences et c'est vrai qu'on a passé donc 2 jours à tester ça et on a quand même pu. Enfin, moi, j'étais très réticent sur des enceintes au plafond. J'ai dit oula, ça va être brouillon. Enfin voilà. Et puis en fait, c'est une précision. Enfin moi, on était dans la salle de Patrice, qui est quand même un petit peu adaptée à ça puisque c'est une salle dédiée. Mais ouais, et puis c'est vrai qu'on a enchaîné du coup après effectivement avec la présentation de Laser Ultra par Kinépolis au Kinépolis de l'Homme, où là bon on passe dans une autre dimension puisqu'on est au cinéma, et c'est vrai que là clairement au niveau du son on comprend tout à fait l'intérêt de l'Atmos avec 64 enceintes dans une grande salle, quoi. C'est incroyable là, c'est vraiment quelle claque, quoi. Mais juste pour pondérer un tout petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Dolby Atmos, le Dolby Surround permet d'obtenir chez soi quelque chose de vraiment exceptionnel.
par contre, le DTSX dont on parlait tout à l'heure sera probablement doté de la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura un processing DTSX qui sera similaire au Dolby Atmos et qu'il y aura dans le package DTSX un processing complémentaire à l'image du Dolby Surround qui sera probablement un DTS Neo X quelque chose qui permettra de faire un upscaling, on va dire ça comme ça, un processing permettant de reproduire n'importe quelle bande son standard dans ce nouveau contexte avec des enceintes soit en position haute, soit en position au plafond. Donc, juste ceci, attendez avant d'investir, attendez encore au moins l'arrivée donc de la publication des spécifications du DTSX pour voir quels seront les apports physiques de ce nouveau standard et quels vont être les appareils et les nouveaux processeurs qui, par définition, vont intégrer et inclure ce nouveau processing DTSX qui, à n'en pas douter, et ça de toute façon c'est absolument certain, sera au minimum aussi bon que le Dolby Atmos ou le Dolby Surround. J'ai hâte de lire les discussions de débat sur HCFR à ce sujet. Ouais. Quel est le meilleur Ah ouais, non mais moi je trouve que... ouais. Enfin bon. Ouais. Non, puis ce qu'il y a d'intéressant avec ces formats-là, c'est que on peut imaginer clairement que les amplis vont multiplier les canaux et qu'on pourrait très facilement se retrouver à plus de 15 canaux, hein, monter maintenant. Parce que effectivement, ce processing-là est intéressant dans le sens où il interagit avec l'espace et plus vraiment, voilà, avec les canaux classiques, quoi. Hein. Donc, on peut très bien imaginer monter à plus de 20-30 canaux, un peu à la manière de ce que fait Trinov. Non. Si tu veux, enfin, tu sais que je suis un grand fanat de ce style de choses et que, bon, au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, et ce dont on va parler, c'est de canaux et non pas d'enceintes. D'accord ? Sachant qu'en ce qui nous concerne, dans le domaine du home cinéma, la plupart du temps, on assimile canaux au nombre d'enceintes, le nombre de canaux au nombre d'enceintes. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour une reproduction vraiment quasi parfaite, on peut considérer qu'une couche niveau oreille, donc la totalité des enceintes, peut être limitée à 9, c'est-à-dire les 3 enceintes standards avant, 2 wide, donc positionnées gauche et droite à peu près à 60 degrés, et des enceintes latérales aux environs de 90 à 110 degrés, 120 degrés grand maximum, et 2 enceintes arrière, donc à 160 degrés d'angulation arrière. Donc une couche 9 et au niveau en hauteur, éventuellement au plafond, une couche 6, c'est-à-dire 2 height avant, 2 enceintes en hauteur à l'avant, 2 enceintes en hauteur à l'arrière et une couche deux enceintes au plafond au milieu. Ce qui fait qu'on se retrouve globalement avec une complète hémisphère, une hémisphère donc dont les 360 degrés au niveau des oreilles sont reproduits par 9 enceintes, 9 x 4, 36, donc éventuellement des enceintes espacées de 40 degrés chacune, mais comme on n'entend pas de la même façon, la discrimination auditive n'étant pas la même à l'avant et à l'arrière,
on a 5 enceintes à l'avant, 4 enceintes derrière, sachant que les 2 heights avant, 2 heights arrière permettent de créer quelque chose qui est à peu près à 60 degrés en hauteur, et puis directement au-dessus de soi, ou légèrement un petit peu à l'avant, donc 2 enceintes, ce qui permet de créer l'hémisphère en hauteur dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on aurait dû mettre un schéma, parce qu'avec un schéma c'est beaucoup mieux, mais globalement en ce qui me concerne, je suis prêt à parier ma chemise que 15 canaux, 15 plus 2 canaux suffiront. Voilà. Ok. Ouais, ben effectivement, bon, alors je renverrai, pareil, dans la description du podcast, je renverrai vers notre article sur le 5530 où il y avait déjà quelques schémas. Mais enfin voilà, en tout cas, effectivement, ces formats multicanaux, c'est finalement un petit peu la seule actualité intéressante qu'on a ces derniers temps, quoi, puisque faute de mieux, difficile de. Ouais, mais Clément, ne le dis pas comme ça. C'est une vraiment une évolution majeure. Moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est justement cette évolution en si peu de temps. Personnellement, je possède une installation 11.2 depuis à peu près 5 ans. Et jusqu'à mai, juin, juillet de l'année dernière, lorsqu'on parlait d'installation au-delà de 7, donc un 5, 7, 7.1, 7.2, tout le monde disait « Ah mais c'est des fous, ça ne sert strictement à rien ». Aujourd'hui, on commence à se dire « Ah bah oui », et on l'a expérimenté quand on a testé le 5530, que 11, et ben c'est vrai que ça donne quelque chose de vraiment sympa. Et quand on en aura atteint ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la possibilité d'avoir du 15-2 réparti en 9-2-6, là on aura atteint un réel summum. Et les esprits se mettent petit à petit en place pour cette évolution. Sachant que je rappelle ici pour mémoire que les dernières expérimentations de la NHK, donc de télévision japonaise, table sur une reproduction 22.2. Alors comment est-ce qu'on fait le 22.2 ? Le 22.2 en fait est constitué à peu de choses près des 9 dont je parlais tout à l'heure, donc 9 canaux au niveau des oreilles. Il y en a 6 qui sont au niveau en hauteur. Il y en a 2 qui sont au plafond. Et alors ça fait 9 et 6, 15 et 2, 17. Et il y a effectivement 6 enceintes qui sont positionnées en dessous du niveau oreille de telle façon à créer un effet de quelque chose qui vient d'en dessous. Ce qui fait qu'on a une hémisphère encore plus complète que ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, donc on n'a pas fini effectivement quand même de voir l'évolution. Et ça sera marrant de voir si un jour ça arrive au cinéma, comment ils pourraient le mettre en place aussi d'ailleurs. Ah mais c'est clair qu'au cinéma, du 22 point quelque chose, le jour où il y aura ça au Kinépolis de l'homme, je pense que toi et moi, on va faire des pieds et des mains pour y aller. Ah, c'est sûr. Voilà, bon, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, Patrice ? Non, je crois qu'on a fait quand même le tour là du sujet. On pourra, enfin, je pense qu'on reparlera à ne pas en douter du poème UHD et des Blu-ray 4K avec ces nouveaux formats, avec des spécifications peut-être un peu plus abouties quand on les aura, probablement en fin d'année. Et puis, à n'en pas douter, on va suivre le BD Riot, Resign Gate, etc. Sur le problème
le problème évoqué notamment par Xavier, mais je tiens à souligner qu'il n'est pas seul et qu'il y a malheureusement Ah oui, il y a beaucoup de du gens monde, là. touchés. Ah oui, malheureusement. Juste avant de conclure, je pense qu'il faut que l'on dise clairement à tous les forumers que on est encore aujourd'hui dans une période de construction. On est à l'aube de quelque chose qui se prépare. Donc vous pensez investir, mettez un petit bémol avant de passer à l'acte. Parce que si vous souhaitez acquérir un matériel ayant une certaine forme de pérennité, il faut que ce matériel soit compatible Dolby Atmos, DTSX, un processing DTSX dont on ne connaît pas encore les pleines capacités et dont on aura les specs qui vont être publiés fin mars. Et surtout également, si vous souhaitez acquérir un matériel aujourd'hui, du point de vue vidéo, il faut que ce matériel soit équipé HDMI 2.0 et HDCP 2.2. Or, au jour et au moment où où vous écoutez l'enregistrement, aucun matériel aujourd'hui disponible ne possède cette capacité. Donc, avant d'investir,